Une fois de plus, bonjour, chers étudiants. Toujours dans le souci de vous accompagner en ces temps difficiles, nous allons reprendre l'environnement juridique du gestionnaire. Cette partie du cours vous a déjà été présentée en salle par Madame le professeur. Et nous allons aborder tour à tour la problématique déjà, la définition des généralités sur le droit du travail, les sources du droit du travail, les types de contrats de travail, la rupture du contrat, les représentants des travailleurs dans l'entreprise, la rédaction du règlement intérieur dans l'entreprise. Donc nous allons aborder ces éléments de manière sommaire puisque le chapitre est suffisamment détaillé en classe, dans vos supports autant pour moi. Parlant donc du droit de travail et la fonction ressources humaines, nous allons déjà dire que le droit du travail est indispensable pour la fonction ressources humaines aujourd'hui. Il renvoie généralement à l'ensemble des règles, des normes juridiques qui régissent les relations entre un employeur et un travailleur. Il renvoie également au droit des relations individuelles en abordant tour à tour les questions des droits et libertés dans l'entreprise, les problématiques de l'égalité professionnelle, du harcèlement, de la corruption et l'étude des contrats. Le droit du travail est donc important pour l'employé et pour l'employeur. Il est important, par exemple, pour l'employé de maîtriser ses droits et obligations, les textes qui régissent ses activités, les actions au sein de l'entreprise. Il est également nécessaire pour l'employeur de maîtriser l'environnement juridique de l'entreprise et particulièrement pour le responsable de ressources humaines qui est chargé de faire appliquer les textes, de faire observer et de faire respecter scrupuleusement ces textes-là. Le manquement ou l'ignorance des textes pouvant porter préjudice à l'une des deux parties. Ces dispositions, vous les trouvez généralement, on les retrouve généralement dans le Code du travail, le statut général de la fonction publique, les lois, les décrets, les actes réglementaires divers et dans certains contrats, dans les contrats individuels ou encore dans les conventions collectives. Parlant des sources du droit du travail maintenant, nous avons retenu deux sources. Il y a deux sources du droit du travail. Il y a les sources d'origine internationale et les sources d'origine nationale. Dans les sources d'origine internationale, nous avons les traités bilatéraux, les conventions internationales, les traités multilatéraux qui sont négociés souvent sous l'égide de l'Organisation internationale du travail. Nous avons les législations communautaires, nous avons la jurisprudence communautaire. Donc voilà les éléments, les sources du droit les sources d'origine internationale. Dans les sources d'origine nationale, il y a la Constitution, il y a les lois, les règlements, les décrets, il y a également les usages professionnels ou locaux, la jurisprudence, il y a également les conventions, les accords collectifs, les traditions également rentrent dans cette catégorie, donc des sources nationales, les rites et les coutumes. Parlons maintenant, nous allons parler maintenant des types de contrats de travail. Je vous ai dit que la présentation reste sommaire. On va déjà retenir que le contrat de travail se définit à l'article 23 du Code de travail comme une convention par laquelle un travailleur s'engage à mettre son activité professionnelle sous l'autorité et la direction d'un employeur en contrepartie d'une rémunération. La rédaction du contrat est libre, bien sûr, mais dans le cas du contrat à durée déterminée, la rédaction du contrat est encadrée par la loi. Une fois donc ce contrat signé, les parties, dont l'employeur et l'employé, ont des obligations réciproques. Et le Code de travail du travail distingue deux types de contrats. Il y a les contrats typiques, il y a les contrats atypiques. Dans les contrats typiques, nous avons le contrat à durée indéterminée. On a également le contrat à durée déterminée. Dans les contrats atypiques, nous avons le contrat d'apprentissage, les contrats de tâcheron, les contrats de travail précaire. Et dans les travails précaires, il y a le travail temporaire, le travail occasionnel, il y a le travail saisonnier. Pour parler maintenant de la rupture de ce contrat, à ce niveau, la distinction est faite selon qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée. En principe, un contrat à durée déterminée ne peut pas être résilié avant l'échéance, avant le terme, sauf en cas de faute lourde. Donc, en cas de force majeure également, ou selon l'entente des parties constatée par écrit. Et quant au contrat de travail à durée indéterminée, il peut être résilié par la volonté de l'une des parties
Cette résiliation doit tout simplement être subordonnée par un préavis écrit. La rupture du contrat peut être faite sur l'initiative de l'employeur ou alors sur l'initiative du travailleur. La rupture du contrat, lorsque cette rupture est faite sur l'initiative de l'employeur, la rupture donne droit au paiement d'une indemnité de licenciement spécifique. Et maintenant, toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages et intérêts. Et en cas de licenciement, de rupture pour motif personnel, donc les motifs qui n'ont rien à voir avec l'activité du travailleur, de l'entreprise, la charge de la preuve des faits cités pèse sur l'employeur. On était là dans le cas de la rupture sur l'initiative de l'employeur. Par ailleurs, le travailleur peut à son tour choisir de retrouver sa liberté sous réserve du respect des délais. Donc, vous voyez que ce n'est pas seulement l'employeur qui doit respecter les délais de préavis. Même le travailleur doit également respecter les délais de préavis fixés par les textes réglementaires, puisque la non-observation de ces délais-là oblige également le travailleur à verser des dommages et intérêts à l'employeur. Dans le prochain point de la présentation, nous allons aborder la question des représentants des travailleurs dans l'entreprise. Au Cameroun, la représentation se fait par l'intermédiaire des délégués du personnel, qui sont les salariés d'une entreprise élus par un collège de travailleurs de la même entreprise pour une période de 2 ans renouvelable pour des structures comptant au moins 20 travailleurs. Et les délégués du personnel ont une double fonction, d'abord de représentation de leur collectivité et de participation également. Le deuxième rôle de ces délégués du personnel, c'est de participer au dialogue au sein de l'entreprise. Et concernant la rédaction du règlement intérieur, c'est également un point que nous avons voulu revisiter un peu dans ce chapitre. Le règlement intérieur, c'est un document qui est unilatéralement rédigé par l'employeur. Donc, c'est l'employeur qui rédige le règlement intérieur. Mais le règlement intérieur sera d'autant plus légitime. Il sera d'autant plus légitime qu'il aura été élaboré en bonne entente avec les représentants des salariés. L'absence de consultation de ces représentants, dont des délégués du personnel, a pour conséquence la nullité du règlement intérieur et son inapplicabilité. Donc, vous voyez que même si c'est l'employeur qui rédige, on doit quand même consulter les représentants des salariés pour que ce document soit davantage légitime au sein de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on peut donc retrouver dans un règlement intérieur? Il porte généralement sur l'hygiène, la sécurité, le droit disciplinaire applicable dans l'entreprise, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre le chef d'entreprise. Ce document est écrit, ce document est toujours écrit et s'impose aux salariés comme à l'employeur. Donc, en même temps, l'employeur doit respecter le règlement qu'il a rédigé et en même temps également, les salariés devraient se soumettre à ce règlement-là. Il ne peut contenir, une autre précision ici, c'est que le règlement intérieur, même s'il est rédigé par l'employeur, il ne doit pas contenir, il ne peut même pas contenir des dispositions contraires aux lois et règlements, ou alors des règles discriminatoires, ou alors on retrouve dans un règlement intérieur certains aspects discriminatoires aux libertés individuelles et collectives. Voilà donc, chers étudiants, ce que nous avons également à ce niveau sur le chapitre sur l'environnement juridique du gestionnaire. Nous avons voulu revisiter ce chapitre pour vous accompagner davantage en cette période. Vos questions restent toujours attendues. Nous sommes à votre disposition, nous sommes là pour vous accompagner et nous vous demandons davantage de lire vos résumés. N'oubliez pas vos supports de cours et on se retrouve à bientôt s'il plaît à Dieu. Merci.